La la la. Oh, on va traiter d'une news sur X-Men 97 là. Oh là là. Catastrophique ce qui s'est passé. Je sais pas si ça t'intéresse, j'ai fait un Excel rapide pour calculer les dégâts pour les jeux quand t'as des chances de critique, dégâts critiques, pourcentage de dégâts. Savoir du coup quelle stat est la plus intéressante à monter. Pour Final Fantasy? Bah Final Fantasy, vu que j'ai pas l'intention de le 100%, non, pas forcément. Quoique ça peut toujours être intéressant, en vrai. Mais tu l'as fait pour quoi? Pour Final Fantasy 7? Je suis en couronne parisienne. Ah. Couronne parisienne, ça va? T'y vis bien? J'imagine que ça dépend du coin. C'est comme Paris en vrai, hein. Paris ça dépend de l'arrondissement surtout. T'as des arrondissements où c'est très bien et des arrondissements où c'est très bruyant. Ça peut s'appliquer à n'importe quel jeu de type RPG. Ah bah ça m'intéresse. Ah ouais. Carrément. Ah, le festival de Dunkerque, ok, je connaissais pas. De manière globale, car dans les jeux, c'est pas toujours clair de savoir ce qui est le plus intéressant à monter. C'est sûr, ça. Ah, thé. Je veux bien un thé marocain, oui. Moi, je suis métisse, c'est Afrique-Maghreb. Donc, on va commencer par une question générale. À votre avis, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, dans votre expérience de gamer, quel jeu a le meilleur combat ever? Donc en termes de cinématographie, en termes de visuel, en termes de gameplay, en termes de caractère épique. Bon, déjà, je vois un certain combat entre Cloud et Sephiroth. J'imagine que ça doit être dans Rebirth. Ah bah oui, il y a écrit de toute façon, c'est Rebirth. Moi, j'ai pas, franchement, hum, je trouve que le combat contre le fléau dans Skyward Sword, il était quand même hyper épique. J'avais adoré. Le combat contre Ganondorf dans Tears of the Kingdom aussi, assez stylé. Le combat contre Ganon dans Ocarina of Time, incroyable. Mass Effect, mais je peux dire lequel sans spoiler. Sérieux? Même le nom du boss, c'est un spoiler. À la base, j'avais fait ça pour Genshin Impact, mais j'avais perdu le truc. Ah, tu l'as fait il y a longtemps du coup. C'est trop cool. Final Fantasy VII, pour Seb. C'est un combat que j'ai pas vu, c'est pour ça que tu dis pas spécifiquement. Bon, j'imagine c'est combat contre Sephiroth. Bah moi, il y a beaucoup de Zelda. Il y a beaucoup de Zelda qui me pop en tête. Le combat contre Ridley dans Metroid Prime, il était très cool, dans mes souvenirs. Je l'avais fait, mais j'ai dû le refaire. Ah, c'est relou ça. Alors, Devil May Cry 5. Putain, Devil May Cry 5, enfin 5. Devil May Cry 5 qui pop deux fois de suite dans les top commentaires. En gros, je sais pas en gros, les top commentaires de Reddit, c'est les commentaires qui sont le plus votés. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui pense à Devil May Cry 5. Cyberbase, on entend combat ultra stylé dans ce qu'il représente. Le dernier combat de Metal Gear Solid 3. Ouais, bah en fait c'est un tout, hein. C'est stylé, impact émotionnel, chorégraphie, photographie. Faut que ça soit un tout quoi, qui t'a procuré vraiment des émotions super fortes. Metal Gear Solid 3, bah en fait le combat auquel tu fais référence, c'est à une époque en fait, bah à l'époque de sa sortie, c'était impossible de, franchement en tout cas pour moi, hein, c'était impossible de passer à côté. Il suffit que tu t'intéresses un minimum aux jeux vidéo et bam, t'es obligé
de tomber sur une vidéo de ce combat ou du coup je sais de quel combat auquel tu fais référence. Et c'est vrai qu'il a l'air cool, il a l'air super stylé. Même sans avoir euh, d'avis sur les différentes histoires des protagonistes impliqués, c'était assez poignant d'un point de vue cinématographie. Sekiro, il y a beaucoup de personnes qui pensent à la stylisation des combats, j'ai l'impression. J'ai beaucoup aimé l'aspect stratégique des combats de Final Fantasy VII Remake et l'aspect beaucoup plus bourrin à fond de Doom Eternal. Et les combats de Ghost of Tsushima aussi. Ah ouais, ils l'ont plus pris en termes de mécanique de combat. Moi, je pensais plus à des combats entre boss en fait. Le fight versus Sephiroth restera toujours pour moi une beauté de fou. Je me suis arrêté à temps, hein. Attends, je supprime au cas où je serais tenté de lire après. Ah, on a du Xenoblade Chronicle 3 qui pop. Persona 5. Après, en termes de mécanique de combat, je dirais TOTK. TOTK, j'aime beaucoup l'aspect de parry, notamment, et d'esquive. Final Fantasy XVI, je m'attendais à le voir, Final Fantasy XVI. Apparemment, les combats contre les boss sont assez stylés. Ouais, évite d'aller dans les détails, en fait, dans tout ce que j'ai pas encore fait sur Final Fantasy VII, va pas dans les détails parce que évidemment tu vas me spoiler du coup. Putain, remake et Rebirth, il pop pas mal, hein. C'est marrant parce que il y a une partie des fans qui ont pas trop apprécié ces opus-là parce qu'ils trouvaient que c'était trop action RPG. Mais par contre, j'ai l'impression que la partie qui a embrassé cette fonction-là, enfin la nouvelle direction, ils ont adoré du coup le dynamisme des combats, quoi. Parce qu'en en gros, vu que j'ai prévu de faire tous les Final Fantasy à partir du 7, je pense que je vais même faire le 6. Ça prendrait trop de temps tout simplement. Sachant que je vais faire d'autres jeux entre les Final Fantasy. Si je les fais à 100% tous, on n'est pas arrivé quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Pour moi, Final Fantasy XVI, je pense pas que ce soit un bon exemple. Il semblerait que tous les combats soient ultra stylés. Donc s'ils le sont tous, ils le sont plus vraiment. Oh, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après en vrai, c'est juste moi qui ai mal compris le titre, hein. En fait, moi, je pensais que ce qu'il voulait dire par là, c'était surtout un combat contre un boss qui a marqué. Mais quand je suis en train de lire les commentaires, c'est plus dans le sens mécanique de combat. C'est pas vraiment un boss particulier qui a marqué les esprits. Donc dans cette autre lecture, Final Fantasy XVI, ça se comprend. Bah du coup, on refait la question. Après, ouais, dans les mécaniques de combat, moi, TOTK, j'ai vraiment adoré. C'est très fluide, t'as des actions très stylées. Et quand tu te bats contre des gros ennemis, vraiment, les sensations, elles sont au rendez-vous, quoi. Donc j'aime beaucoup. Ouais, c'est ouf, hein. Le système de combat dans Rebirth est, est quasi parfait. Ils sont parvenus à atteindre un équilibre ultime entre l'action RPG et le tour par tour, hein. Bah, tu vois, comme quoi ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. C'est quand même cool de lire ce genre de commentaires parce que à chaque fois que je vois des commentaires négatifs sur Rebirth et Remake, ça concerne le système de combat action RPG. Donc, de voir qu'il a beaucoup plu à pas mal d'internautes, c'est cool. Si on part sur un principe mécanique pur, un boss de Final Fantasy XIV, il y a tellement de mechas divers et variés que c'est terrible. Ok. Et en termes de juste mécanique de combat au global, que ça soit contre les boss et les ennemis, la structure même du gameplay en fait, en termes de combat.
C'est des mecs qui comparent avec le Final Fantasy VII original. Après, je peux comprendre qu'on compare avec l'original, vu que c'est un remake. En vrai, c'est pas... C'est compréhensible. Après, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est les personnes qui veulent pas vraiment... En fait, bon, ça se comprend, tu vois, mais qui veulent pas trop que l'ADN de leur saga préférée évolue, en fait. Ils veulent que ça reste tout le temps au niveau des acquis, et que ça soit juste peaufiné, mais que ça change pas vraiment. Comme Dragon Quest, en fait. Dragon Quest, c'est ce qu'ils font. Hein. Il me semble qu'ils n'ont jamais vraiment évolué les mécaniques euh, de combat. C'est à peu près toujours la même chose. Mais moi, je suis plutôt partisan au contraire. Prenez des risques, quitte à ce que ça me plaise pas. Hein. Quitte à ce que ça me plaise pas, et quitte à ce que vous fâchiez une partie de la communauté. Mais je préfère vraiment une saga qui prend des risques à chaque fois, plutôt qu'une saga qui se repose sur ses acquis. Parce qu'à force de se reposer sur ses acquis, bah, on risque d'être forcément moins surpris et parfois l'ennui peut pointer le bout de son nez. Trop compl... Ah oui, ok, ouais. En tout cas, Rebirth et Final Fantasy... Ah, 16. Ouais, le 16, ouais. Rebirth, Final Fantasy 16, Devil May Cry 5, Nioh 2, que je connais pas, ça. Ça, c'est fou, un Rebirth à ce point-là, quand même. Bah, il me tarde, hein. Il me tarde. Elle est sublime, hein, la photo, là, entre Clad et Sephiroth. J'ai hâte de voir de quelle partie il s'agit, du coup, parce que si c'est Rebirth, ça veut dire que c'est pas... Bah, je l'ai vu. Enfin, a priori, je l'ai vu, à moins que ça soit une nouvelle séquence. J'ai l'impression que ça se passe dans les souvenirs de Claude. Je sais pas, on verra. Le risque pour Final Fantasy XVI, c'est qu'une copie pure et simple de Devil May Cry. Alors qu'ils avaient un bon système de combat avec Final Fantasy VII Remake. T'es sûr que c'est vraiment une copie pure et dure de Devil May Cry? Ils ont pas intégré comment dire, ils ont pas intégré des mécaniques traditionnelles du RPG? C'est vraiment du pur action. C'est genre c'est de l'action pure et dure. Genre c'est du beat'em all. Et bonsoir. Les recruteurs sont fâchés. Ah. Parce que 57% des prétendants utilisent ChatGPT pour leur CV. Ok. Et apparemment, c'est plus... Tu peux parvenir à brouiller les pistes si tu prends la version payante de ChatGPT. Pour être honnête, eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle pour trier les candidats. Du coup, pourquoi les candidats n'auraient pas recours à l'IA pour faire leur CV? Oui, très bon point de cet internaute. J'ai vraiment pas ressenti une mécanique FF. Ouais, mais est-ce que c'est pas du beat'em all pour autant aussi? Je lisais un bouquin sur la saga FF, dedans ils disent qu'ils vont de plus en plus se diriger vers des Final Fantasy multiples dans les mêmes univers, au lieu d'un FF unique par monde. Ils veulent plus trop prendre de risques, et leurs derniers déboires financiers vont les conforter dans cette non-prise de risque, hélas. Ouais. J'ai l'impression que ce constat, il s'applique vraiment à, à toutes les dimensions culturelles de notre époque. Typiquement, par exemple, Marvel. C'est pas que j'arrête pas de parler de Eternals, hein, mais c'est un très bon exemple pour moi. Eternals, c'est un film Marvel qui a pris de gros risques, qui se démarque foncièrement de la recette traditionnelle des Marvel, qui a une photographie fantastique, une belle écriture. Pour une fois, on sent vraiment la patte de la réalisatrice. Et voilà, en termes de rythme, ça chamboule tout, ça prend son temps. Et il y a malheureusement, quand même, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout accroché, qui reprochaient en fait cette grosse prise de risque. Et du coup, Marvel, récemment, a priori, ils ont indiqué que ils vont retourner au bon vieux, à la bonne vieille recette qui marche. Beaucoup d'actions, des figures de proue de l'ancienne génération qui reviennent plus ou moins au grand jour ou qui sont retournés, qui reviennent sous d'autres persos.
C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et du coup, on se retrouve avec la même recette éculée. Mais franchement, c'est de la faute, c'est de la faute des joueurs, des joueuses, des spectatrices, des spectateurs. Les gens n'aiment pas le changement. Ouais, ils aiment pas le changement tout court. Et après parfois une prise de risque peut payer, hein, mais c'est vrai que ça, on va dire que ça paye rarement. Parfois ça paye, donc tant mieux. Mais c'est vrai que quand ça paye pas, et vu que les coûts augmentent exponentiellement au fil des années, bah ça va pas inciter les studios à prendre des risques, quoi. C'est sûr. J'aime bien quand les boîtes en prennent, mais même si j'aime pas forcément le résultat. Pareil, franchement pareil. J'ai pas tout suivi, mais tu dois avoir raison. Bon, on parle en gros des prises de risques dans les industries, enfin, dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai un peu étendu ça à l'industrie du cinéma aussi, où par exemple la dernière exposition de Disney qu'ils font tous les ans, la D23, on a beaucoup reproché à Disney de faire beaucoup de suites, mais le truc c'est que franchement, souvent Disney, quand ils vont sortir des films originaux, et ben au box-office, c'est des semi-bits quoi. Donc tu m'étonnes qu'ils vont faire des suites après, si les gens vont pas dans les salles, hein. Enfin, c'est évidemment qu'ils vont faire que des suites. C'est à un moment donné, bon, bah ils en prennent, hein. Enfin, après ça dépend lesquels, mais pour prendre l'exemple de le Disney, chaque fois qu'ils ont pris un risque en sortant un opus original avec une histoire originale, et ben on va dire dans 80% des cas, les les recettes suivent pas quoi. Euh, ouais, après Final Fantasy, j'ai l'impression que les prises de risque payaient avant, non? Parce que même si genre Final Fantasy XII, on lui a beaucoup reproché sa nouvelle approche là des combats, il me semble. Mais je crois qu'il a bien marché en termes commercial pur. À côté de ça, il y a des jeux indépendants qui déchirent tout, alors qu'ils font pas la même chose que les triple A qui fonctionnent. Bah, des jeux indépendants, ouais voilà, tu vas avoir des jeux indépendants qui fonctionnent, enfin et qui marchent du feu de Dieu et c'est très bien. Mais il me semble aussi parmi les jeux indépendants, t'en as beaucoup qui vont prendre des risques qui sont de qualité, mais qui vont être noyés par la masse de jeux qui arrivent. Et du coup, malheureusement, bah, ça marche pas. Je sais plus c'est qui en avait parlé là, mais ça devait être des streamers de la team du lundi peut-être. Mais en gros, t'as pas mal de développeurs qui sacrifient beaucoup de leur vie privée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour faire un jeu qui soit le plus peaufiné possible avec une bonne direction, tout ce qu'il faut. Et malheureusement, bah, il y a tellement de jeux que parfois, ben, ça marche pas quand même. Après, oui, il y a les dimensions de ne pas compte, ouais, t'as pas de compte à rendre. Hmm, c'est vrai, il y a ça aussi. Après, franchement, je sais pas si c'est une bonne idée, et de toute façon, je pense pas qu'ils le feront. Mais moi, je me suis toujours dit, Nintendo, vu les fonds qu'ils ont, est-ce que ça serait pas. Ouais, mais non, 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 non. Non, j'allais dire n'importe quoi. J'allais dire Nintendo, est-ce que ça serait pas intéressant qu'ils rachètent Square Enix? Mais bon, non, parce que s'ils rachètent Square Enix, bah, ça sera exclusif sur les consoles Nintendo, quoi. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose. Ouais, donc non. Parce que je me dis, sous l'égide de Nintendo, ils auraient plus de liberté et beaucoup moins de pression au niveau des actionnaires, etc. Coucou Joxo, bah moi ça va. J'ai principalement récupéré du dernier live. Et toi? Il y a trop de griffes entre les deux? Bah j'ai l'impression qu'ils se sont rabibochés depuis ces dernières années quand même, hein. Ça fait un petit moment que les blessures du passé ont été plus ou moins cicatrisées. Ça montre que parfois les prises de risque payent, faire des trucs différents, ça peut trouver son public. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, je comprends aussi quand tu investis des centaines de milliers de dollars dans un jeu, euh, tu peux tu peux pas te permettre que ça soit un bid, quoi, même un semi-bid. Donc je comprends, sans cautionner, mais je comprends.
ceux qui prennent pas vraiment de risques, etc. Et puis en fait, si les joueurs sanctionnaient ça, ben on aurait davantage d'innovation. Ouais, pour revenir aux CV qui sont faits par IA, ben franchement, de toute façon, moi j'ai toujours trouvé les CV un peu un peu nuls. On en avait parlé dans une autre émission, enfin dans une précédente émission de ce truc-là. Les CV, en fait, à la limite, même si tu fais un très bon CV, ça veut rien dire hein, parce que ça peut être du bullshit qui a fonctionné, c'est tout. Du coup, ouais, ouais, on s'en fout que ça soit de l'IA. Tu verras bien à l'entretien, quoi, mais c'est tout. Bon appétit, Ranor. Ça va bien. Je savais pas que tu avais des points de chaîne. Oui, il y a des points de chaîne, oui. Attends, les points de chaîne. Mais les points de chaîne, ça fait longtemps qu'on les a, non? Ou alors c'est, tu parles d'autres points de chaîne? Est-ce que c'est les points de chaîne qui se débloquent avec le train de la hype là? En parlant d'IA, il commence à faire des vidéos d'IA de danse, sachant que les vidéos de danse c'est assez compliqué à réaliser parce que ben forcément ça bouge beaucoup, donc il y a un aspect de chorégraphie que l'IA va pas forcément bien saisir. Et on va voir ce que ça donne. À l'ancienne, j'étais venu et tu les avais pas. Ah, ok, d'accord. Oui, maintenant il y en a, il y en a. Coucou Faucheur, ça va? Ça a été la journée? Ouais, c'est pas au point. Hein. Ouais, au niveau de la chorégraphie, en fait, au niveau de la morphologie du corps, ça passe, mais en fait, quand tu regardes le visage, il arrête pas de changer tout le temps. Je parle même pas des gens qui sont en arrière-fond là, catastrophique. Bon, au moins ils auront essayé. On n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Hein. Ça va, ça va, ça va. J'ai principalement récupéré, donc tout est Daijobu. C'est juste que l'émission a pris du retard, mais bon, c'est pas très grave en soi. Alors, oui, Marvel, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le directeur à l'origine de la première saison de X-Men 97 qui a été viré sans ménagement par Disney et qui arrête pas de parler sur Twitter. Il est pas content, il fait bah, ils ont rompu leur clause de contrat, nanani, nanana. Et le truc, c'est que généralement Disney, quand il te vire sans ménagement, qui plus est, c'est que t'as un gros scandale qui pointe. Et ça a pas loupé. Donc il a fait un très bon travail hein, pour X-Men 97. J'ai pas encore vu la première saison. Je sais qu'apparemment c'est très bien. Malheureusement en termes de personnalité, donc beau des maillots, alors à prendre au conditionnel, hein, mais il aurait envoyé notamment des nudes dans des poses de héros à pas mal de personnes de son staff qui ne l'avaient pas demandé. Hein. Il aurait également fait des attouchements sur un assistant en particulier à, à plusieurs reprises, en plus d'être très violent verbalement sur son staff de manière générale. Du coup, voilà, il est viré, il est pas content. Et Disney n'avait pas communiqué sur les raisons, mais ça a fini par fuiter dans tous les cas. Du coup, bah, c'est normal, quoi. C'est comme l'autre là qui se plaint. Comment il s'appelle déjà? Celui qui a joué dans. Enfin, celui qui a fait Kang le Conquéreur, l'acteur, qui se plaint maintenant que, bon, bah, on veut pas le reprendre, etc. Mais mec, oui, bah, c'est normal, hein. Enfin, surtout que Disney, pour le coup, il plaisante absolument pas sur ça. Hein. Il, enfin, si vraiment c'est avéré, si t'as fait des fautes comme ça aussi graves et que c'est avéré, bah, ils vont te virer et c'est tout, en fait. Je vais un peu tester Zenless Zone Zero. Zoro, lol. Zenless Zone Zero. Je connais pas. Bah vas-y, enjoy. Hein. Quand tu fais virer pour ça, t'as beau pas être content, tu te tais. Ouais, et bah lui, c'était pas du tout. Il est en mode full damage.
Bah tant pis. On en revient aussi au fait que dans les industries du cinéma notamment, mais pas que, il y a des gens qui sont très doués, qui font de très bons films, de très belles performances en termes d'acting, etc. Mais hélas, en termes de personnes, eh ben c'est parfois pas fifou, voire pire que ça. C'est pour ça, en fait, en partie, je comprends les gens qui veulent faire la distinction à chaque fois entre la personne et l'œuvre. Moi, j'y arrive pas vraiment. Ça dépend pourquoi en vrai, hein, parce que parfois j'y arrive, hein, je vais pas non plus mentir. Parfois j'y arrive pas, parfois j'y arrive. Mais je comprends le. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux faire confiance à personne, en fait. Ça se trouve, il y en a qui ont des dossiers longs comme le bras, c'est juste qu'on les connaît pas. C'est pas très malin du tout, ouais, c'est sûr. Bah tant pis pour lui, hein. Du coup, ouais, il est viré et apparemment, il a quand même supervisé la saison 2 en termes d'écriture. Du coup, la saison 2 de X-Men 97, il y aura sa patte. Et sa patte est bonne, hein, de ce que je peux comprendre, hein. C'est pas le problème, hein. Le problème, c'est juste le personnage en soi qui fait n'importe quoi. Dans ce cas-là, je me demande toujours si c'est l'accès au succès, à la gloire qui vont faire ce genre de dinguerie ou si c'était à la base un peu dérangé. C'est un peu les deux, ouais, c'est sûr. C'est un peu les deux. En vrai, moi, je comprends le fait que si tu as accès au succès, si tu deviens populaire très très vite, je peux comprendre que ça te déboussole, que tu perdes un peu les pieds. Et surtout, en fait, si tu fais pas gaffe de garder ton entourage de base, et si tu commences à t'entourer par des types qui vont venir vers toi parce que bah, tu as du succès, et qui vont être très oui oui tout le temps, et du coup tu vas pas forcément te rendre compte que tu es en train de faire de la merde, je peux comprendre le fait que tu perdes les pieds, etc. Et après, ouais, si tu as des démons en toi, et qu'en plus tu commences à être au sommet de la pyramide, entre guillemets, ben ça peut très très vite, ouais, ça peut très très vite partir en vrille. Comme on a pu le voir à de nombreuses reprises, hein, chez tout le monde, hein, qui est concerné, que ce soit les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les influenceurs. Et ouais, c'est comme ça malheureusement. L'assistant personnel de Matthew Perry a plaidé coupable dans une enquête qui vise sa mort assez récente, hein. On l'avait retrouvé mort. Donc Matthew Perry, c'est l'acteur qui a joué dans Friends notamment. Il jouait Chandler, c'est ça? Je sais plus. Moi, alors, désolé, mais j'ai jamais accroché à Friends. J'ai essayé, hein, mais j'ai jamais accroché. Je rigole pas. J'y arrive pas. Mais bon, je sais que c'est une série très très importante en termes de culture notamment, culture pop. Et alors l'assistant, ouais. En fait, il y a eu l'assistant personnel. Et aussi, de ce que je peux comprendre, c'est au moins deux de ses médecins qui lui auraient prescrit des médicaments en lien avec son addiction aux drogues. Et en fait, c'est un truc de fou. C'est juste, enfin, c'est un truc de fou, oui et non. Mais en gros, ils en ont profité pour lui refiler des médicaments dangereux avec des doses beaucoup trop importantes. Tout ça juste parce que ça leur faisait plus de fric pour eux. Et l'enquête a démontré que, enfin, l'enquête est en train de démontrer que l'assistant personnel aussi de Matthew Perry était impliqué là-dedans, là. Et en gros, c'est par appât du gain qu'on lui a prescrit trop de médicaments et ça a fini par le tuer, quoi. C'est assez fou. C'est assez fou et en même temps, pas vraiment. Surtout aux États-Unis, l'appât du gain aux États-Unis, il est quand même très probant. Ouais. Il y avait une histoire comme ça, il me semble aussi, avec la mort de Michael Jackson, mais je sais pas si ça avait été confirmé. Et là, on est content d'avoir la sécu. Ouais, pour l'instant. C'est quand même. Ouais, Ah, ouais, ils ont retrouvé des documents écrits des docteurs. C'est de la kétamine apparemment. Je connais pas trop comment ça. Enfin, je connais pas les substances, etc. Genre, combien vous pensez que ce bip
est capable de payer. Genre, à partir de combien on peut vraiment l'emplumer? Ça, c'est un docteur qui a écrit un message à un autre de ses confrères ou à l'assistant en personne. Waouh. Ah, tu travailles sur la kétamine? Tu fais quoi? Michael Jackson, pareil, ouais. Aux US, les scandales à propos des médicaments, c'est tous les jours. Ouais, apparemment, les US, c'est ouf, hein, quand même. T'as des. Enfin, ça, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais j'étais en train de regarder les vlogs de Lena Situation, là. Elle était aux États-Unis. Et il y avait des pharmacies ambulantes. Non, des distributeurs de médicaments, en fait. Comme les distributeurs de canettes, en fait. Et tu peux, bah, juste, tu montes ta carte, enfin, avec ta carte bancaire, tu peux prendre tel médoc, tel médoc, tel médoc. Après, je pense que c'est des médocs qui sont pas dangereux en soi. Ça doit être des médocs génériques, donc bon, pourquoi pas en vrai. Ok à toutes. Je bosse en neurosciences sur les effets de la kétamine comme traitement à la dépression. Ok, d'accord. Et ça marche bien ou... Enfin, c'est avéré les effets positifs? Ouais, donc c'est loin d'être une exception à la règle, hein, ce qui s'est passé pour Matthew Perry. T'as l'air d'avoir de... En termes d'industrie, ça a l'air très, très dark, hein, ce qui se passe. Et grosso modo, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à mettre la vie de leurs patients en danger si c'est pour se faire plus de fric au passage, quoi. Ouais, ça craint, hein. Tu peux même pas faire confiance à tes médecins, quoi. C'est quand même assez fou. Et même quand même quand t'es une star comme l'était Matthew Perry, hein, ça, t'es pas du tout à l'abri de ça, quoi. C'est ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. Compliqué à dire dans la mesure où tu te dissocies en prenant de la quête. Ah, ok. Bah, ok. Tu bosses avec des gens, j'imagine? T'es pas seul? Hâte que le Crous réouvre à la rentrée. Franchement, le Crous, c'est un truc de fou, hein. Chaque fois que je vois les menus du Crous, autant les logements, c'est misérable, autant les repas, putain, ils sont plaisir, hein. Vous avez vu ça? Genre, un dessert, deux desserts, le petit pâté là, une bonne pizza. Hmm. Ça, c'est cool. En fait, en plus, le Crous, si vous voulez, vous êtes pas obligé, comment dire, d'être boursier pour bénéficier des repas. Moi, quand j'étais à la fac, ça m'arrivait d'y aller au Crous, pas souvent. J'aurais dû y aller plus souvent d'ailleurs. Et quand j'y allais, je payais, mais franchement, je payais quasiment rien, quoi. Je sais plus combien je payais, peut-être 2 euros. Et 2 euros pour tout ça, quoi, c'est quand même cool. Et c'est vrai que c'était des bons. T'avais des bonnes portions, la qualité était au rendez-vous, même si bon, c'est pas non plus incroyable hein, pour 2 euros. Mais ouais, c'était un bon plan, un bon plan de fou. Ça parle kétamine, du coup je suis là. Mais en fait, donc la kétamine, à la base de la base, c'est une drogue. C'est une drogue qui permet de quoi? C'est une drogue genre au même titre que la cocaïne? Attends, je vais me faire ban de Twitch là. Je bosse avec des gens, ok d'accord. Je parle du RU. Ah non, non, je parle de. Pour le Crous? Pour le Crous, c'est en France. Ah, c'est un anesthésiant pour chevaux? Ah ouais. Ah ouais, on a bien dérivé là. C'est trop souvent la seule alternative pour manger pour les étudiants. Le Crous, ouais. Bah tant mieux que ça existe, hein. Putain, il y a Siri qui s'est activé là, relou lui. Oh, désolé. Hop. Donc, en fait, tu peux potentiellement utiliser la kétamine comme moyen de guérison, eu égard à certaines maladies comme la dépression, quoi. C'est un anesthésiant de base, et ça a des effets dissociatifs. Tu planes et tu as l'impression d'être en dehors de ton corps. Ça, c'est 100% le cas. Genre quand tu prends de la kétamine et tu as l'impression d'être déconnecté de ton corps. Genre tu vois ton corps, c'est ça?
doit y avoir un historique, ouais. Ouais. T'as l'impression de marcher sur du coton. Du coup, c'est des bonnes sensations. Donc le problème, c'est l'addiction, j'imagine. Et est-ce que le... Comment on appelle ça? Quand t'atterris, c'est super dur? Ou ça va? J'en ai jamais pris, mais c'est ce qui est décrit. Ok. Ça va. Ok. Moi, j'ai des amis qui ont essayé la COCAINE. Euh, Apparemment, c'est pas si incroyable que ça au niveau des effets, de ce qu'ils m'ont dit. Ah, le problème, c'est le dosage, ouais, tu m'étonnes. Coucou Clad, comment vas-tu? Alors, on va se replonger dans le marketing de le marketing de Final Fantasy Pixel Remaster, donc à l'époque de sa sortie. Au niveau de Shinjuku, ils ont le métro de Shinjuku notamment. Ils font des promotions assez incroyables à chaque fois au niveau des couloirs. Et Pixel Remaster Final Fantasy, c'était très sympa. On avait des trucs super cool. Ah, en fait, c'est des écrans qu'ils ont placés tout au long des couloirs, quoi. Et sur les piliers aussi. Ouais, ça c'est grave cool. Raison 1872 de vivre au Japon. En vrai, franchement, si j'étais multimillionnaire, bah je pars vivre au Japon, hein. Parce qu'en fait, si tu vis au Japon, faut vraiment être très riche, sinon t'es malheureux. Si tu vis au Japon en mode normal, tu vas faire que travailler et tu vas déprimer. C'est stylé de fou, hein. Après, ça date la dernière fois que j'ai pris une drogue dure. C'était la jeunesse insouciante. Le problème, c'est que c'est qualité dépendante. Ah, ok. Là où tu achètes un produit coupé. Ah, oui, ok, d'accord. Ah, là où tu achètes un produit coupé, là, tu achètes le produit pur. Ok. Ah, les artworks, qui sont magnifiques, hein. Incroyable, putain. Oui, oui. C'est pour ça, en fait, moi, je réalise. J'ai beau surkiffer le Japon pour l'aspect culturel, évidemment, les jeux vidéo, les mangas, les animes. Je sais pertinemment que je suis très très content de ne pas être né au Japon. Parce que si j'étais né au Japon, vu comme je suis, bon après voilà, 100% je serais malheureux, hein. Enfin, je pense, hein, ça serait très compliqué, hein. Enfin c'est pas l'industrie du travail, mais c'est la mentalité, non la valeur en fait, la valeur du travail est tellement importante. T'as l'impression, c'est même pas une impression en fait, elle supplante totalement l'individu en fait. Donc tes aspirations personnelles, tes rêves entre guillemets, très vite en fait le travail il va venir, bam, non, non, tais-toi, allez, passe des concours, fais des cours de soutien. Les cours de soutien ça commence hyper tôt apparemment au Japon. Donc ouais, non, non, non. Par contre si t'es super riche, bah là c'est banco, hein. T'achètes une maison et ensuite tu profites. On va avoir une petite pub de Emio. Donc c'est un jeu qui a été ressorti récemment, enfin non, non, qui sera disponible le 20 août, mais la démo apparemment, ah non, la démo sera disponible le 20 août, ok d'accord. C'est une ancienne franchise de Nintendo qui est remise au goût du jour. J'hésite à me barrer à Hokkaido pour bosser avec les chevaux. Ah, il y a... C'est important là-bas, c'est quoi? C'est des centres équestres à Hokkaido? Mais du coup, ça veut dire quoi? T'as des connexions ou tu voudrais tenter le coup comme ça? Pourquoi pas?
Mais après, il faut se préparer à beaucoup travailler, quoi. Ah oui, 90% de l'élevage. J'ai cherché le mot centre équestre. Moi, pareil, j'ai eu du mal à trouver le terme centre équestre. Oui, 宇津木探偵事務所です。はい。はい。わかりました。今から向かいます。Attends, j'ai pas compris. On aura plusieurs démos? Ah ouais, putain, c'est cool ça. Donc mardi 20 août, on pourra jouer à la démo qui inclura le prologue et le chapitre 1. Le vendredi 23 août, ça sera le chapitre 2 et mercredi 28 août, ça sera le chapitre 3. Une bonne démo. はい、わかりました。今から向かいます。被害者は発見された時異様な様子だったと。彼が発見された時のあの姿が18年前に起きたある事件の被害者とそっくりなんだよ。まるでエミオの話じゃないですか。捜査一課の久世純子です。お、探偵くん。エミオは紙袋をかぶってこういうの。Ça a l'air sympatoche. Dans 4 jours, ouais, la première démo. Ça a l'air sympatoche, hein. C'est une enquête sous fond de thriller. Assez surprenant de la part de Nintendo. Mais cool, c'est bien. Ça fait plaisir de les voir ressusciter des licences que tout le monde avait oubliées. Je ferai peut-être la démo, si j'ai le temps. Et l'envie, bien sûr. La D23, ouais, ça va. Ça va. Sans grand plus. Surtout que maintenant, je fais en sorte de plus regarder de bandes-annonces. Donc j'esquive tout ce qui est... Même les posters, etc., j'évite de voir maintenant. Du coup, c'est juste les annonces en soi que je regarde. Oui, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de suites, mais bon, comme on disait, si les gens allaient voir les films originaux de Disney, on n'en serait peut-être pas là. Du coup, il y a énormément de suites, certes, mais bon, il y a quand même des petits films originaux qui vont sortir, hein. C'est pas que des suites non plus. J'ai plutôt été satisfait, ouais, il y a l'air d'avoir, du côté Star Wars, t'as pas mal de choses en préparation. Du côté Marvel, ils sont enfin commencé à se calmer, parce que c'est vrai qu'ils ont franchement, la phase post-game, la phase post-endgame, elle était quand même compliquée, hein, très compliquée. Donc là, ils commencent à se calmer, on a l'impression qu'ils vont enfin faire un effort de qualité, même s'ils prendront moins de risques, de ce que j'ai cru comprendre, dommage. Eternals 2 qui est annulé, bon ça je le vis mal, hein. J'avais tellement adoré le premier. J'arrive là-bas, je leur sors Watashino Namesha Charlie Desu Watashi wa Uma ga Sukidas. Et c'est bon. Ben, vas-y. Filme-toi en disant ça et filme leur réaction. J'ai plus rien suivi après Endgame. J'imagine que j'ai pas loupé grand-chose. Alors, à mon sens, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'accord avec moi, à mon sens, Eternals est incroyable. C'est dans mon top 3 MCU avec Infinity War et Endgame, donc c'est dire à quel point j'ai adoré Eternals. Malheureusement, en fait Eternals en gros c'est le seul film qui a pris des risques et qui est vraiment très différent de l'ADN Marvel de base. C'est un rythme très lent, c'est assez profond, visuellement c'est magnifique, c'est des vrais décors, on n'est pas sur des fonds verts. La musique est incroyable, hein, c'est Ramin Djawadi, celui qui s'occupe de la BO de Game of Thrones, House of the Dragon qui est derrière. C'est touchant, c'est vraiment... on sent la patte de la réalisatrice. Après, hors Eternals, bah c'est... t'as l'impression qu'ils savaient pas où aller, et ils ont fait beaucoup... ils ont fait beaucoup de films assez insipides, qui se laissent voir, hein. C'est pas que j'ai détesté, hein. Il y a des films qui se laissent voir, mais au-delà de ça, t'es bon, ok, super quoi. En fait, t'as l'impression qu'ils savaient pas où aller. Tu sais pas ce qu'ils voulaient faire. Eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, bon, ben... Voilà, quoi.
Et après, bon, ça c'est pas de leur faute, mais on était censé se diriger vers un méchant Kang le Conquéreur. Mais vu que l'acteur, ben, il a fait n'importe quoi dans sa vie privée, Kang le Conquéreur, c'est fini. Hop, au débarras. Et du coup, on part sur un autre méchant. Bon. Ils vont me répondre Umaniku. Mais tu parles bien japonais? Moi, je suis nul. Même Umaniku, je sais pas ce que ça veut dire. Là, le seul truc que j'ai compris, c'est Watashi. Genre, ça veut dire je. Ah, Sukides, ça veut dire aimer. J'ai pas trop suivi les phases récentes avec Endgame. Tu savais que tout se construisait autour de ça. C'était intéressant de voir chaque film pour avoir une pièce du puzzle. Bah, ils auraient pu faire un autre puzzle, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait. Bah, tu sais pas ce qu'ils ont fait. En vrai, enfin, je pense qu'ils ont voulu introduire des nouveaux personnages, des nouveaux univers, et pourquoi pas. Mais la plupart du temps, ils l'ont mal fait en fait. Après, t'as des réussis, hein, Eternals, encore une fois, j'ai surkiffé. Un autre film qui est assez classique en termes d'écriture, mais au niveau des chorégraphies, au niveau de l'univers, quand même bien réussi, c'est Shang-Chi. Non, c'est ça, Shang-Chi? Ouais, je crois que c'est Shang-Chi. Les chorégraphies sont vraiment impeccables. Donc t'as des films qui sont réussis quand même, hein. C'est pas tout est raté, hein, loin de là. La série WandaVision, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais en fait, t'as beaucoup de films et de séries qui, juste, ça se laisse regarder. Mais une fois que t'as fini de regarder, t'es en mode ok, bon bah, next. C'est du aussitôt vu, aussitôt oublié pour beaucoup d'œuvres post-endgame en fait. Malheureusement. T'as beaucoup plus de mal à retrouver la cohérence globale. Ils se sont peut-être beaucoup dispersés avec les séries. Ouais, mais après, les séries, franchement, ils auraient pu faire des bons trucs. Hein. Mais ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pas fait n'importe quoi, mais tout est mal dosé en fait. Quand tu regardes les séries, t'as de très très bons épisodes. Et souvent, quasiment à chaque fois, à la fin, le dernier quart, en fait, il est hyper bâclé. Et du coup, tout le bon d'avant, il est quasiment gommé par le bâclage en fait. T'es en mode, mais vas-y, fallait faire au moins, je sais pas moi, 10 épisodes, 12 épisodes. Ça, c'est un problème de Disney de manière générale. Pour l'instant, leur saison, c'est tout le temps entre 7 et 8 épisodes. Et en fait, c'est pas assez. C'est pas du tout assez. Ce qui fait que la plupart du temps, tout est bâclé à la fin. Mais vraiment, à chaque fois, tout est bâclé. Et ouais. Dommage. On va faire le quiz. On va faire un petit quiz. Hop. Putain, l'écran il est beaucoup trop blanc. Hein. J'ai plutôt la sensation que sur la première phase Infinity, tu vois juste les films, t'as tout ce qu'il faut pour comprendre, et avec la seconde phase, t'as l'impression qu'il faut lire tel truc, voir telle série. Il y a un peu ça, mais en vrai, pas tant que ça non plus. Hein. Pour les avoir tous vus, parce que moi pour le coup, je vois tout. Il y a un peu de ça, mais pas. En vrai, ça va. En vrai, ça va. C'est pas vraiment nécessaire de voir telle série ou tel truc. T'as certains films, en fait, tu vas dire, il y a peut-être 2-3 films où oui, c'est quand même bien d'avoir vu la série avant. Enfin, telle série avant, mais sinon, c'est largement. Enfin, tu peux suivre sans problème. Après, c'est la qualité intrinsèque des œuvres qui est remise en cause, quoi. C'est pas foufou. Alors, dans 3, 2, 1. De quelle île les lémuriens sont-ils une espèce endémique? De quelle île les lémuriens sont-ils une espèce endémique? Bon, est-ce que c'est... Vous pouvez arrêter... Il peut arrêter de faire chaud, s'il vous plaît? Je commence à en avoir marre, moi. Madagascar, c'est bien ça. Qui est le principal fondateur de Facebook? Qui est le principal fondateur de Facebook? Ouais, putain, là, j'avoue, l'orthographe... Mark Zuckerberg, ouais. Tu l'as écrit comment, toi?
Ouais, attends. Ouais, je crois que c'est comme ça. Hein. Je crois que c'est comme ça. Ouais, Zuckerberg. Zuc. De quoi est faite la maison du troisième petit cochon? De quoi est faite la maison du troisième petit cochon? Mark Zuckerberg. Parce que c'est un cyborg? Et coucou Poki. En brique, ouais. Ouais, en brique. De quel artiste le film La Môme raconte-t-il l'histoire? De quel artiste le film La Môme raconte-t-il l'histoire? C'est bien Edith Piaf. Et est-ce que vous connaissez le nom de l'actrice? C'est un robot cyborg. Il a fait des efforts quand même hein, depuis 2-3 ans. Hein. On dirait moins que c'est un robot. C'est Marion Cotillard. Bien, c'est ça. Quel était l'équivalent soviétique de la CIA? Quel était l'équivalent soviétique de la CIA? KGB. Bien joué. Le KGB. Quelle est la plus grande île des Caraïbes? Quelle est la plus... Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Quelle est la plus grande île des Caraïbes? Alors là, franchement... Jamaïque, peut-être. Hein. Non, c'est pas Jamaïque. Cuba. Cuba. GG. GG Carbio. Qui fut la première femme à remporter un prix Nobel, ainsi que la première personne à en remporter 2, tous sexes confondus? Qui fut la première femme à remporter un prix Nobel, ainsi que la première personne à en remporter 2, tous sexes confondus? Marie Curie, peut-être. Ouais. C'est Marie Curie. GG Dantes. C'est ça. GG. Quelle est la plus grande espèce de lézard? Quelle est la plus grande espèce de lézard? Alors, je vais pas mettre ce qui a marqué à droite, parce que ça serait franchement trop facile, je trouve. Ouais. Franchement, ils auraient pu enlever le dragon 2. On aurait pu deviner quand même. Hein. Ça... Ouais, c'est Komodo, quoi. Ouais. Quel territoire les Normands ont-ils conquis en 1066? Quel territoire les Normands ont-ils conquis en 1066? Faut appeler Shadow, là. Les Amériques? Les Normands? Est-ce que les Vikings, c'est les descendants des... C'est les ancêtres des Normands? Peut-être l'Amérique, du coup, hein. Si c'est ça. Amérique? Non. Angleterre? Angleterre. GG Carbio. Donc les Normands ont conquis l'Angleterre, sont parvenus à conquérir l'Angleterre en 1066. Quel est le nom des textes sacrés de l'hindouisme? Quel est le nom des textes sacrés de l'hindouisme? Je fais chou blanc. Le nom des textes sacrés de l'hindouisme. Et premier degré, il me semble que le Kama Sutra, il fait partie de ces textes sacrés. Mais je sais pas c'est quoi le grand ouvrage en fait. Veda? Putain, Carbio. Ouf. C'est ça, c'est Veda. Putain, mais comment tu savais ça? Veda, c'est sur 12, hein. GG. Ah, faut que Narbura soit là. Si un Belge vous invite à la Ducasse, où allez-vous? Si un Belge vous invite à la Ducasse, où allez-vous? Ducasse. C'est l'apéro? Je vais tenter apéro. Non. Ah oui, c'est vrai. Lol. C'était un gros indice, apparemment. La ville? Je sais pas. Si un Belge vous invite à la Ducasse, où allez-vous? La baraque à frites? Ah, frites peut-être, ouais. Manger des frites? Non. Baraque à frites? Non. La Ducasse, ça s'écrit comme ça. Hop. Si un Belge vous invite à la Ducasse, peut-être c'est un genre spectacle alors. Spectacle? Non. Théâtre? Non.
C'est peut-être genre un fleuve, une rivière. Pêcher. Pêche. C'est danser peut-être? Non. Ah. La Ducasse. Fête. Non. Fête de village. Nope. Bon, bah celui-là, je pense qu'on va... Pour l'instant, on n'y arrive pas. Ah, tu connais la ville? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette ville-là? C'est une ville? C'est un belge, vous indique... Ah d'accord, où allez-vous? Bah dans la ville, du coup, c'est ça? Dans la ville? Il doit y avoir un truc spécifique à faire à Ducasse, Bon appétit, Dantes. Bon, tant pis. On saute. Quel était l'instrument de prédilection de Ravi Shankar? Quel était l'instrument de prédilection de Ravi Shankar? Bah, je ne connais pas le type, donc... Sitar. Le sitar. C'est quoi le sitar? GG, hein. Le sitar est un luth très particulier constitué d'une caisse de résonance en calebasse et d'un long manche creux en bois évidé. Il y a 4 mots que je comprends pas. Muni d'une vingtaine de frettes en métal courbé et amovible. Et donc ça s'appelle le sitar. Ok, cool. C'est un instrument de musique à cordes pincées. Quel terme japonais peut-on traduire par... Non, quel terme japonais que l'on peut traduire par savoureux désigne la 5e saveur de base? Quel terme japonais que l'on peut traduire par savoureux désigne la 5e saveur de base? Ça, je pense savoir, mais en vrai, peut-être pas. Ouais, Carbio, c'est pour toi. Omoi? Moi, je dirais pas ça, mais c'est peut-être ça. Non, ça veut pas dire délicieux, Omoi? Non, c'est une saveur, en fait, qui est ni sucrée... Enfin, c'est un mix entre sucré et salé, je crois. Un truc du genre. Et on le retrouve dans pas mal de plats japonais. Notamment, je crois, la soupe miso, mais je suis pas sûr. Umoi. Alors, il me semble qu'il y a du ume... Enfin, ouais. Umami. Umami. Putain, GG. Moi, j'allais dire le umeshu. Du coup, c'est quoi le umeshu? Moi, j'allais dire umeshu, moi. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, putain. Je suis trop bête. C'est trop bon, d'ailleurs, le umeshu. Hein. C'est cher, par contre, quand même. Mais c'est super bon. C'est super sucré. C'est à partir d'alcool aromatisé par macération de prunes. Et d'abricotier. Non, de prunes de abricotier. Du Japon. Ok, d'accord. Ouais, moi je pensais que c'était umeshu. Mais bon, ok. Umami. Bon. Qui tua Achille? Qui tua Achille? Alors, j'ai souvenir du film. C'est le personnage qui est interprété par Orlando Bloom, là. Mais je sais plus comment il s'appelle, lui. Il lui tire une flèche, là, dans le fameux talon d'Achille. Ouais. Comment il s'appelle déjà, celui-là? C'est pas Hector, je crois que c'est son frère. Donc c'est pas Hector. Non, c'est pas Hector. Ah, ça va être difficile. Hein. Ouais. Bon, on va pas réussir à trouver. Comment il s'appelle ce bolos là? C'est un bolos un peu dans le film, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais, tant pis. Bah tiens, on va tenter Prince de Troie. Qui ça? Non. Quel pays? Ah ouais? Attends, putain, attends. Tu te sens... Donc ça veut dire que c'est un nom assez obvious. Ça serait pas... Il s'appelle pas Troy par exemple? Peut-être? Non, je sais pas. Non. Léo? Non. Légolas? Non. Mais tu sais que tu sais. Ok, bon. Ah, bah tant pis. Hein. Fête foraine, ouais, je crois que j'ai testé.
Ah non, putain, GG. C'est ça. GG Seb. Fête foraine, kermesse. La Ducasse. Cool. Quel pays compte un très grand nombre de polders représentant 17% de son territoire? Quel pays compte un très grand nombre de polders ou polders représentant 17% de son territoire? Je sais même pas ce que ça veut dire, polder, donc... Un très grand nombre de polders... Je sais pas. Allemagne? Non. La Suisse? Non? Les cantons, là? Non. Polder. Ça a l'air européen, ce truc-là. Hein. Danemark? Non. Ah, c'est une étendue artificielle, polder. Ah, bah c'est Japon. Ah, ou Dubaï, ouais. Parce que Japon, ils ont pas beaucoup de trucs comme ça, là? Pour les... Vas-y, Dubaï, ouais. Ah, Dubaï, ouais. Ah non, c'est pas Dubaï. Hollande? Ah putain, Pays-Bas. Hollande, Pays-Bas, ok. Ah, les polders, c'est des étendues artificielles, et les Pays-Bas, ils en ont? J'étais pas du tout au courant, ouais. Ouais, Pays-Bas, d'accord. Autant pour moi. Quel territoire fait partie des 4 dragons asiatiques aux côtés de la Corée du Sud, Taïwan et Singapour? Quel territoire fait partie des 4 dragons asiatiques aux côtés de la Corée du Sud, de Taïwan et de Singapour? Les Pays-Bas sont obligés, d'où leur nom. Hein. Ça, on va trouver ça, hein, les dragons, hein, c'est sûr. Japon? Je pense pas que c'est Japon. Non, non. Taïwan, Singapour, Hong Kong peut-être? Hong Kong. Les 4 dragons asiatiques. En gros, en fait, c'est des petits pays qui très très vite sont montés hyper haut. Merci pour GG. Qui est l'ennemi juré de Musclor? Qui est l'ennemi juré de Musclor? Bah, je sais même pas qui c'est Musclor, donc... Sugar. Non. Skeletor. Ah, ouais. C'est pas le... Il est pas blond, Musclor? Ou je confonds avec un autre? C'est pas un blond baraqué, là, Musclor? Parce que maintenant que tu parles de Skeletor, ouais, Musculator, je vois qui c'est, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un blond baraqué, là. Ah, d'accord. Musclor est les maîtres de l'univers. Muscle-squelette, là. Guidé et Paris? Quel général carthaginois a traversé les Alpes avec ses éléphants de guerre pour envahir l'Italie? Quel général carthaginois a traversé les Alpes avec ses éléphants de guerre pour envahir l'Italie? Pour Achille Paris. Ah, ok, d'accord. Faut pas... Tu triches pas, hein, Seb, hein? On triche pas, hein? C'était Paris. Le général carthaginois qui a traversé les Alpes avec ses éléphants de guerre pour envahir l'Italie. Ça me dit quelque chose. Ouais, Hannibal, c'est ça. 100% c'est Hannibal. Hein. Ouais, Hannibal Barca. Ouais, ouais. Bon, je serais pas parvenu à m'en souvenir, mais quand t'as dit Hannibal, ouais, c'était... Quel anagramme du mot imaginer est synonyme de céphalée? Quel anagramme du mot imaginer est synonyme de céphalée? C'est quoi déjà un anagramme? Et synonyme de céphalée? Je comprends rien, je sais même pas ce que c'est un anagramme. Bon, déjà, ça on a le droit, ça. Anagramme, c'est quoi déjà? Anagramme, c'est un mot, une expression obtenue en permutant les lettres d'un mot ou d'une expression de départ. Vous n'avez pas un exemple parce que j'ai toujours pas compris. Ah oui, d'accord, en changeant l'ordre des lettres du mot aube, on peut former le mot beau. Ah ok, alors c'est ça un anagramme. Ok. Donc en mélangeant toutes les lettres du mot imaginé, céphalée, ça veut dire quoi céphalée? Bon, attends, vas-y, céphalée aussi, vas-y, on va voir ce que... Je sais pas ce que ça veut dire. Céphalée... Un mal de tête, d'accord. Ok. Hein.
Un mal de tête et... Je sais pas. Jean, Maille. Hmm. Ouais, j'arrive pas. Tant pis. En quelle langue est écrite la devise de la monarchie britannique? En quelle langue est écrite la devise de la monarchie britannique? Bon, j'imagine que c'est pas anglais. C'est pas du nord quelque chose? Français? Lol. What? Pourquoi français? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un troll qu'on leur a fait? Bah GG, hein. Comme ça. Cool. Non mais attends, du coup j'ai envie de savoir pourquoi. Dieu est mon droit est le cri de guerre de la monarchie britannique et anglaise depuis l'époque d'Henri V. Ok, cool. Ah, attends, il y a un truc sur Reddit, je crois. Ah, en fait, c'est... Attends, ça date de quand, ça? Ça date de 1413. C'était durant le règne d'Henri V, entre 1413 et 1422. Et à cette époque-là, la monarchie britannique, enfin la noblesse britannique parlait français. D'accord, on en apprend tous les jours. Hein. Pour l'anagramme, on l'a pas. Anagramme du mot imaginer, synonyme de céphalée. J'arrive pas, hein. Même en essayant de mélanger les lettres, là. Et céphalée, c'est un mal de tête. Ah, migraine. Ouais. Bon, Carbio, il est bête parce qu'il était sur céphalée. Et moi, je suis bête parce que je suis bête, de base. Bah, GG à Rajuku, hein. Migraine. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis pas... Ouais. Migraine. GG. On a 20 sur 20. Incroyable. Ces derniers temps, on n'arrête pas d'enchaîner les 20 sur 20. Hein. Bah, bravo tout le monde. Hein. Bravo, bravo. Hop. Et est-ce que vous savez comment on appelle un mot qui a... Attends, merde. Ah oui, un mot qui se prononce exactement de la même façon à l'endroit, autant à l'endroit qu'à l'envers. Non, c'est pas un homophone. Palindrome, c'est ça. GG. Genre kayak. Palindrome, ouais. Moi, je l'ai appris il y a pas longtemps, j'étais tout content.